Ce soir, une voix, venue d'ailleurs, te murmure une histoire vraie, ou presque, celle des fées de Cottingley, ces créatures légères et insaisissables qui, en 1917, auraient posé devant l'objectif de deux jeunes cousines britanniques. Des images troublantes, si réelles que même Sir Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes, y vit la preuve de l'existence du monde invisible. Mais derrière ces photographies se cache un jeu d'enfant, devenu une affaire mondiale. Un scandale qui ébranla la science, fascina les spirites et fit vaciller la frontière entre rêve et réalité. Dans cet épisode spécial Halloween, laisse-toi guider par les fées elles-mêmes, témoins éternels de ce mythe photographique. Alors installe-toi confortablement et prépare-toi à découvrir l'affaire des fées de Cottingley. Entre poésie, mystère, mensonge et jeu d'enfant, là où la photographie devient sortilège et où l'imaginaire défie la raison. Je suis Élodie Bonin et tu écoutes Nicéphore, le podcast qui te plonge dans l'histoire de la photographie pour insuffler une nouvelle ère dans ta créativité. Fermez les yeux, humains, et laissez-moi vous emmener en rêve. Dans un monde où la bise chantait et où les invocations s'élevaient par la fumée des chaumières. À cette époque, nous n'étions pas de simples créatures cachées dans les bois, mais des déesses, gardiennes des saisons et des moissons. Au cœur des sources, des collines et des forêts, vous entendiez nos noms. Nymphes, dryades, valkyries, femmes cygnes. Vénus nous avait enseigné l'amour et la beauté, et Diane, la forêt, le secret, la clarté. Notre savoir originel et divin faisait surgir les fleurs dans nos mains et les étoiles dans vos yeux, humains. Puis vous élevâtes d'autres cieux sur la terre. Votre foi consumèrent nos temples millénaires, firent disparaître nos noms dans le fracas des prières. Nous fûmes bannis des cœurs et des passions, relégués au crépuscule des temps passés. Pourtant, dans les légendes arthuriennes, nous survécurent, patientes et bienveillantes. Morgane et Viviane, au regard de cristal, gardaient le fil sacré de notre pouvoir ancestral. Mais les prêtres nous accusaient, nous appelaient filles du diable. Nos dons devinrent crimes, nos chants condamnés. Alors, nous nous retirâmes vers les lueurs de la nuit, virevoltant entre la mousse des bois et les constellations étoilées. Le temps passa et l'homme commença à nous rêver à nouveau par la voix des poètes et des comédiens. Shakespeare, sous l'éclat de la lune, fit de nous son écrin. Nos ailes d'or flottaient sur les planches des visionnaires et nous devenions les reflets des songes les plus profonds. Les siècles s'endormirent ensuite dans un velours de contes et nous prîmes les visages d'amour et de bonté. Perrault nous rendit douces, sages, bienveillantes, mais dans nos cœurs murmurait encore la flamme de nos dons, depuis trop longtemps assoupie. Sous le cuivre des machines et les roses fanées de la reine fée, nous revinrent, vêtus de soie et de clarté. Les hommes nous peignirent, amantes et damnées, et dans le cercle clos,
nos voix furent invoquées dans des chuchotements d'espoir et de mystère. Aujourd'hui encore, quand la brume descend et que la lune s'efface, tu peux entendre nos pas frôler l'herbe endormie. Car même en secret, la magie n'est jamais finie, et tant qu'un cœur humain s'émerveillera d'une feuille volant dans notre souffle, nous continuerons à exister. Laissez donc nos voix se glisser dans vos songes et suivez-nous à travers les voiles du temps, car notre histoire, ce soir, prend racine dans la rosée d'un matin d'été, en l'an 1917. Nous sommes à Cottingley, un petit village niché dans les vallons verdoyants du Yorkshire. Là-bas, la brume danse sur les rivières, les feuilles murmurent et chaque souffle du vent semble raconter une histoire oubliée. Depuis des générations, les habitants grandissent bercés par les contes. Ils savent qu'au détour d'un sentier, dans l'ombre d'un ruisseau ou sous les herbes argentées, se cache notre peuple. Le petit peuple. Les anciens disent qu'ils ont entendu nos chants, qu'ils ont trouvé nos habits minuscules suspendus aux branches les soirs de pleine lune. Et dans les maisons, nos noms s'impriment sur les pages des livres, dans les contes de Perrault, dans les poèmes des romantiques, dans les journaux même, car la théosophie de l'époque enseigne que nous existons. Et ici, à Cottingley, tout le monde y croit. Mais il faut bien les comprendre, ces humains. La Grande Guerre fait encore rage, le monde s'ensanglante, et les âmes fatiguées cherchent un peu de lumière, une étincelle d'espoir, fût-elle née d'un rêve. C'est en cet été troublé qu'arrive une enfant, Frances Griffith, 10 ans à peine, venue d'Afrique du Sud avec sa mère. Le voyage fut long, mais déjà, en approchant du petit pont de pierre qui traverse la rivière Beck, la fillette croit sentir quelque chose, un souffle, un frôlement, peut-être nos ailes. Arthur et Polly Wright, son oncle et sa tante, les accueillent à bras ouverts dans leur cottage au volet vert. Et dans cette maison riante, Frances retrouve sa cousine, Elsie. Elsie a 16 ans, un regard curieux et une imagination si vaste qu'elle semble parfois toucher le ciel. Cela fait déjà longtemps qu'elle dit nous voir, nous, les fées, danser près du ruisseau, dans la forêt de Bluebell Wood. Alors, chaque jour, elle emmène Frances avec elle. Les deux filles passent leur journée entière au bord de l'eau, les pieds trempés dans le courant, riant sous les feuillages. Les libellules les frôlent, les rayons du soleil font briller les gouttes comme des pierres précieuses. Et parfois, oui, parfois, nos ailes effleurent leurs joues. C'est là, sur la mousse humide, qu'elles nous aperçoivent enfin. À leur retour, les petites n'en peuvent plus de contenir leur excitation. Elles racontent tout à table. Et même les gnomes qui apparaissent puis disparaissent à leur guise. Le père, Arthur, sourit en coin. Quelle imagination, se dit-il. Mais Polly, la mère d'Elsie, elle, écoute plus attentivement. Il y a dans les voix des fillettes une sincérité troublante, et dans leurs yeux, une lueur qui ne trompe pas. La nuit venue, sous les toits mansardés, les deux cousines chuchotent encore. Elles doivent le prouver, elles doivent montrer au monde que les fées existent. C'est au milieu de l'obscurité, quand tout dort autour d'elles, que germe une idée.
Quelques jours plus tard, elle se présente à Arthur White. Il vient tout juste d'acheter un appareil photographique. Les fillettes veulent l'emprunter, disent-elles, pour photographier les fées. Arthur soupire, incrédule, mais Polly le convainc. Alors, il prépare la plaque de verre, règle le boîtier et enseigne à sa fille comment appuyer sur le déclencheur. Les filles s'élancent vers la rivière, l'appareil dans les bras. Moins d'1 heure plus tard, elles reviennent. Haletantes, la photo est prise. Arthur développe la plaque dans son petit laboratoire, sans trop y croire. Mais peu à peu, les formes apparaissent. Et soudain, sous ses yeux, 4 silhouettes se dessinent. 4 fées dansant autour de Frances. L'une jouant de la flûte, leur robe légère, flottant dans l'air. Le père reste figé, et derrière lui, la voix cristalline de Frances retentit. « Les fées sont sur la plaque, elles sont sur la plaque !» Les jours passent. Frances et sa mère quittent le cottage. Mais l'automne suivant, les cousines se retrouvent. Et bien sûr, elles reprennent leur quête. Cette fois, c'est Elsie que l'on voit sur la photographie, assise dans l'herbe, face à un petit gnome d'une 30aine de centimètres. Il semble rire avec elle, comme s'il partageait un secret. Arthur, cette fois, ne rit plus. Il est certain que les filles se moquent de lui. Elsie est douée au dessin après tout, formée à la Bradford Art College. Elle connaît les procédés photographiques. Cela ne peut être qu'un tour. Il fouille la maison, la rivière, cherchant des cartons, des découpages. Mais rien. Et pourtant, il ne se fâche pas. Il tire les images en plusieurs exemplaires et les distribue à ses amis, comme on offrirait une curiosité. Pendant ce temps, Polly, elle, y voit un signe. Ces photos ne sont pas de simples blagues. Elles sont la preuve d'une vérité ancienne que le monde a voulu oublier. Les fées existent, pense-t-elle. Alors écoutez bien, humains, car voici le moment où notre histoire quitte les rives tranquilles de Cottingley pour s'élancer dans le grand monde, porté par le souffle des croyants et des rêveurs. Nous sommes à l'été 1919. 2 années ont passé depuis que Frances et Elsie ont vu nos ailes frémir dans la lumière de la rivière Beck. Polly Wright, la mère d'Elsie, n'a rien oublié. L'image des fées, gravée sur la plaque de verre, hante son esprit, non pas comme une illusion, mais comme une révélation. Un matin, elle décide de partager cette vérité. Elle se rend à une réunion de la Société théosophique de Bradford, là où l'on discute des mystères du monde invisible, des esprits, des vies passées, et, ce jour-là, des petits peuples. Quand vient son tour de parler, Polly se lève, le cœur battant, et raconte l'histoire de sa fille. À mesure qu'elle décrit les photographies, les voix se taisent, les respirations se suspendent. Des photographies de fées, c'est du jamais vu. Très vite, le couple Wright remet des tirages aux membres de la société. Et quelques mois plus tard, les images sont présentées à la conférence annuelle de la Société théosophique à Harrogate. Ce jour-là, la graine du mythe germe dans l'esprit des hommes. Parmi l'assemblée, l'un d'eux se distingue. Il s'appelle Edward Gardner, responsable de la branche londonienne de la société.
À peine a-t-il vu les images qu'il s'enflamme. Il veut en savoir plus. Il demande aussitôt à Arthur White les négatifs originaux. Son intention est claire. Il veut prouver scientifiquement ce que le cœur croit déjà. Les plaques sont confiées à un expert en photographie, Harold Snelling. L'homme examine les clichés avec attention, loupe à la main, le regard concentré, et après de longues heures, son verdict tombe. Les photographies n'ont subi aucun trucage. Elles représentent, dit-il, ce qui se trouvait réellement devant l'objectif. Cette conclusion fait l'effet d'un coup de tonnerre. Fort de cette attestation, Gardner entame une tournée de conférences à travers le pays. Partout où il passe, il brandit les images comme des reliques, preuve tangible que le monde invisible s'est enfin laissé capturer. Et dans le public de l'une de ces conférences se trouve Felicia Rudolphina Scatcherd, rédactrice de l'International Psychic Gazette. C'est elle qui, en 1920, transmettra l'histoire à un homme dont la curiosité allait embraser la légende, Sir Arthur Conan Doyle. Conan Doyle. Nous, les fées, le connaissons déjà, car dans le cœur de cet écrivain célèbre, auteur des aventures de Sherlock Holmes, brûle un feu d'enfant. Un feu que la raison n'a jamais su éteindre. Ce jour-là, quand Felicia Scatcherd lui parle des photographies de Cottingley, nous voyons ses yeux s'illuminer. Ce n'est pas seulement de l'émerveillement, c'est une reconnaissance, comme si, en un instant, il retrouvait une part perdue de lui-même. Pour comprendre cette lueur, nous vous invitons à remonter loin en arrière, dans les souvenirs d'Arthur. Enfant, il grandit entouré d'artistes. Son oncle, Richard Doyle, est un caricaturiste reconnu, célèbre pour ses illustrations du petit peuple, lutins, gnomes et fées. Mais le père d'Arthur, Charles Altamont Doyle, partage la même passion avec moins de gloire. Illustrateur lui aussi, il peint inlassablement nos semblables, de graciles fées, des esprits ailés, des créatures rieuses. Pourtant, la vie n'a pas été douce avec lui. Ses œuvres deviennent sombres, presque hantées, rongé par la dépression et l'alcool, puis terrassé par la maladie, il finit enfermé dans un asile. Et là, jusqu'à son dernier souffle, il affirme nous voir. Chaque dessin qu'il trace est, dit-il, une vision du réel. C'est donc tout cela que ravive dans le cœur de Conan Doyle la mention de ses photographies. La mémoire d'un père brisé, que le monde n'a pas cru et qu'il aimerait enfin réhabiliter. Mais il y a plus encore, car à cette époque, l'écrivain traverse un deuil immense. Il vient de perdre son fils, Kingsley, âgé de 24 ans, ainsi que son frère cadet, tous deux terrassés par la pneumonie. Le cœur d'Arthur saigne, et pour lui, la découverte des fées n'est pas seulement une question de magie, mais une question d'espoir. Car, si le fait existe, alors peut-être que l'âme survit. Et s'il existe un monde invisible, alors peut-être que ceux qui l'aiment ne sont pas perdus. Ainsi, ce que les humains appellent l'affaire des fées de Cottingley commence ici, dans le chuchotement d'une mère, la croyance d'une société et la flamme renaissante d'un cœur blessé. Et nous, les fées, nous observons tout cela depuis la lisière des bois, car les humains, dans leur douleur, ont recommencé à nous chercher. Alors approchez, humains, et tendez bien l'oreille, car voici venir le temps où les hommes se font enquêteurs du merveilleux, celui où l'esprit rationnel de la science s'aventure à sonder les secrets du royaume des fées.
Après avoir appris l'existence des photographies, Arthur Conan Doyle ne tarde pas à contacter Edward Gardner. Il lui confie une mission, mener une véritable enquête, plus rigoureuse que la simple opinion d'experts, une recherche qui allierait science et foi, logique et mystère. Conan Doyle, qui a déjà rassemblé des dizaines de témoignages de personnes affirmant avoir vu des faits, veut aller plus loin. Il veut des preuves, mais aussi des âmes sincères. Ensemble, ils définissent un plan. Gardner sera leur émissaire sur le terrain, celui qui parlera à la famille Wright, gagnera leur confiance, observera les lieux. Conan Doyle, lui, racontera l'enquête, en fera le récit pour The Strand Magazine, ce prestigieux journal où Holmes lui-même résout des mystères. Mais avant que tout ce plan soit mis à bien, l'écrivain écrit personnellement à Arthur Wright, le père d'Elsie, pour lui demander la permission de publier les 2 photographies. Arthur, étonné et flatté de voir ce célèbre auteur s'intéresser à des images prises par sa fille, accepte. À la fin de juillet 1920, Edward Gardner quitte Londres et prend la route vers Cottingley. Conan Doyle, retenu par un voyage en Australie, ne peut l'accompagner. C'est donc seul que Gardner traverse les collines, guidé par une conviction sincère, celle de percer le mystère des faits. Quand il rencontre la famille Wright, il commence par visiter les lieux, le petit pont de pierre, la rivière Beck, les sous-bois humides où la lumière danse sur les feuilles. Arthur lui confie ses doutes. Il pense que tout cela n'est qu'une plaisanterie d'enfant, un jeu devenu trop grand. Gardner l'écoute avec calme, sans jugement, car il sent qu'au-delà du doute, il y a quelque chose de plus vaste à comprendre. Puis, il s'adresse à Elsie. Pourrait-elle, lui demande-t-il, reprendre une photographie de fées? Elsie secoue la tête. Non, pas sans Frances, sa cousine. Car, dit-elle, nous, les fées, ne venons que lorsqu'elles sont ensemble. Elle promet donc de réessayer quand Frances reviendra au cottage. En attendant, Gardner et Conan Doyle décident de soumettre les 2 négatifs à une contre-expertise. Les plaques partent donc à l'entreprise Kodak, où l'expert Mr. West les étudie longuement. Son verdict, aucun trucage visible. Mais il ajoute, prudemment, que des photographies semblables pourraient être obtenues par des moyens naturels, sans recourir au surnaturel. Ce rapport, trop tiède, ne satisfait ni Gardner ni Conan Doyle. Ils font donc appel à Ilford, une autre société de photographie. Cette fois, les experts sont catégoriques. Les clichés sont truqués. Ainsi, les conclusions s'opposent, se contredisent, et la vérité semble jouer à cache-cache. Tous s'accordent sur un point. Les négatifs ne présentent aucun signe de manipulation. Mais ce qu'ils montrent ne peut le certifier, car les plaques peuvent être vraies, tout en ayant fixé un mensonge ingénieux. Fin juillet, Edward Gardner retourne à Cottingley pour tenter une nouvelle expérience. Elsie et Frances sont enfin réunies. Elles ont grandi. Elsie a 19 ans, Frances 13. Gardner, déterminé à obtenir des preuves irréfutables, leur remet 2 appareils photographiques à objectif extra-lumineux et 24 plaques ultra-sensibles. Avant de les leur confier, il marque soigneusement chaque plaque pour éviter toute substitution. Il veut que rien ne puisse remettre en cause la véracité du résultat. Mais le ciel anglais, capricieux, en décide autrement. La pluie tombe sans relâche pendant 2 semaines. Impossible de photographier quoi que ce soit. Et les jeunes filles expliquent à Gardner que par mauvais temps, nous, les fées, ne nous montrons pas.
Il faut absolument que le soleil revienne pour que nous daignions apparaître. Enfin, un matin, la pluie cesse. Les nuages s'ouvrent et la lumière caresse la rivière. Les deux cousines partent, boîtier en main, le cœur battant. Elles reviennent, quelques heures plus tard, les joues roses, les yeux pétillants, les photographies prises. Les négatifs sont développés par Harold Snelling, le premier expert consulté dans l'affaire. Et de la brume de l'image surgissent de nouveaux miracles. Sur la première photographie, Frances se tient au bord d'un bosquet. De profil, elle sourit à une fée bondissante qui flotte dans l'air devant elle. Sur la seconde, Elsie contemple une fée posée sur une branche, lui tendant une fleur. Et 2 jours plus tard, elle réalise une 5e et dernière photographie, un petit nez de fée où de minuscules silhouettes semblent prendre un bain de soleil. Gardner est fasciné. Les plaques marquées de sa main ne laissent place à aucune tricherie visible. Alors il repart, convaincu d'avoir assisté à un événement sans précédent, à la rencontre tangible du monde humain et du monde des fées. Et nous, tapis dans les herbes, nous rions doucement, car parfois, la foi des hommes suffit à rendre le merveilleux bien plus vrai que toutes leurs preuves. Humains, écoutez bien, car voici l'instant où les hommes, emportés par leur foi en l'invisible, se laissent bercer par le chant des fées, ou peut-être par l'écho de leurs propres illusions. Après la révélation des 3 nouvelles photographies, Sir Arthur Conan Doyle tient enfin entre ses mains ce qu'il croit être la preuve irréfutable de notre existence. En novembre 1920, il publie dans The Strand Magazine son article consacré aux fées de Cottingley. Le succès est immédiat, foudroyant. Le magazine se vend à une vitesse record, s'arrache dans les kiosques comme du pain chaud. Dans les salons de thé et les bureaux londoniens, on ne parle plus que de nous, les fées. Certains y croient, dur comme fer, y voyant la preuve que la magie subsiste dans un monde meurtri par la guerre. D'autres, moqueurs, s'esclaffent. Comment un homme aussi intelligent, le père de Sherlock Holmes, a-t-il pu se laisser tromper si naïvement? Le grand Sir Conan Doyle serait-il tombé dans un piège enfantin? Parmi les plus virulents de ses détracteurs, un homme se distingue, Maurice Hewlett, historien et écrivain qui publie plusieurs articles visant à démontrer la supercherie. Et ses arguments pleuvent comme des pierres dans l'eau claire. Les fées n'ont pas d'ombre, dit-il. Ce à quoi Doyle répond que les fées, êtres de lumière, n'émettent pas d'ombre, car elles sont faites d'énergie subtile. On évoque le talent d'Elsie, son goût pour le dessin, ses années d'études à la Bradford Art College, son passé chez un photographe. Doyle répond qu'un tel trucage demanderait une maîtrise technique hors de sa portée. D'autres s'attardent sur les mains étranges des fées, semblables à des palmes. Les défenseurs du spiritisme répondent que cela relève d'une morphologie propre à leur espèce. Puis, on se moque de leur coiffure à la mode parisienne, digne d'une revue de mode. Doyle, imperturbable, rétorque que les fées sont des silhouettes mentales. Elles prennent la forme que l'imaginaire humain leur attribue. Selon lui, le petit peuple fait partie des énergies immatérielles, évoluant sur d'autres plans de réalité. Mais parfois, sous l'effet du chant, un chant hérétique, disait-il, les fées condensent leur énergie en ectoplasme,
leur permettant de se matérialiser pour quelques instants. Et quand certains s'étonnent que Frances, âgée de 10 ans, regarde l'objectif plutôt que les faits, Gardner, avec un calme presque amusé, répond que pour elle, l'appareil photo était plus nouveau qu'une fée. C'est lui qu'elle observe avec fascination. Malgré les rires, malgré les moqueries, Conan Doyle et Gardner tiennent bon. Ils croient aux deux cousines et plus encore à la sincérité de leur cœur d'enfant. Déterminés à convaincre le monde entier, Doyle et Gardner décident d'aller plus loin. En août 1921, Gardner retourne à Cottingley avec de nouveaux appareils et de nouvelles plaques photographiques. Malgré leur ferveur, aucune nouvelle photographie ne sera prise. Elsie confie au théosophe que ses dons diminuent. Elle ne nous perçoit plus aussi clairement. Selon elle, nous, les fées, nous faisons timides, plus discrètes, presque fuyantes. Pour Gardner et Doyle, cela ne fait que confirmer leur théorie. L'enfance, porte ouverte sur le monde invisible, se referme avec l'âge. Et sans Elsie, Frances est, elle aussi, incapable de les voir. Mais cette obstination suscite la colère des rationalistes, qui accusent Doyle et Gardner de manipuler les faits pour promouvoir la doctrine théosophique et le spiritualisme. Les deux hommes nient farouchement ces accusations, et pour défendre leur foi, Doyle publie en 1922 un livre entier, The Coming of the Fairies. Dans cet ouvrage, il retrace toute l'affaire, depuis les premières photographies jusqu'à ses propres enquêtes. Il y compile les témoignages de nombreux habitants de la région, qu'il érige presque en ethnographie des fées. Selon lui, la fée est l'intermédiaire entre l'homme et le papillon. Le gnome, quant à lui, relève du papillon de nuit, et le petit peuple serait aussi nombreux que les humains, vivant sur un autre plan vibratoire, invisible à leur sens limité. Jusqu'à sa mort, en 1930, Sir Arthur Conan Doyle resta fidèle à sa croyance. Pour lui, ces images n'étaient pas une illusion, mais une promesse, la preuve que la frontière entre le monde des humains et celui du petit peuple pouvait être franchie. Et tandis que son cœur s'éteignait, il murmurait encore, dans la langue des rêveurs, qu'il existe plus de choses entre la terre et le ciel que n'en rêve leur philosophie. Car nous, les fées, le savons bien. Il suffit qu'un seul d'entre eux y croie pour que notre monde continue de briller. Humain, voici venu le temps des aveux, le temps où le voile de rosée se lève, où les secrets tissés dans la lumière se défont doucement sous la main du jour. Un demi-siècle a passé depuis que nos silhouettes ont dansé sur les plaques de verre. Le monde a changé, les cœurs aussi, et pourtant notre histoire, elle, n'a jamais cessé de hanter les mémoires. En 1966, un jeune journaliste du Daily Planet frappe à la porte d'une femme d'âge mûr. Elsie Wright, devenue mère, installée paisiblement dans les Midlands. Elle l'accueille avec un sourire discret, une tasse de thé fumante entre les mains. Lorsqu'elle lui parle des faits, Elsie esquisse un sourire, puis laisse échapper ces mots. « Peut-être ai-je photographié mes pensées plutôt que de vrais faits. » Une phrase anodine en apparence, mais lourde de sens, car à cette époque, les esprits s'enflamment pour une nouvelle fascination, la psychophotographie, cet art prétendant capter les pensées et les énergies de l'âme sur la pellicule. Les propos d'Elsie résonnent donc parfaitement avec l'air du temps.
Et comme un écho soudain, l'affaire de Cottingley refait surface. Les scientifiques ressortent les négatifs, les analysent encore, jusqu'à la moindre particule d'argent sur le verre. Mais les cousines, Elsie et Frances, désormais femmes, tiennent toujours le même discours. Nous n'avons rien truqué. 10 ans passent, une nouvelle interview, cette fois filmée, réunit les deux femmes. Et là encore, leurs mots restent les mêmes, empreints d'un calme inébranlable. Les faits, disent-elles, existaient. Mais en 1982, le vent tourne pour de bon. Un certain Geoffrey Crowley, éditeur d'un magazine photographique britannique, entreprend de réexaminer les 5 plaques de verre originales. Et dans le silence de son laboratoire, il fait une découverte troublante. L'appareil photo, utilisé en 1917, celui d'Arthur Wright, n'était pas assez puissant pour produire des images aussi nettes. Or, la première photographie, celle où Frances pose parmi les fées dansantes, est d'une précision bien trop parfaite. Quelque chose cloche. Après de longues recherches, Crowley met la main sur le tout premier négatif. Et là, la vérité apparaît. 2 images, presque identiques, mais l'une floue, l'autre nette. L'une vraie, l'autre retouchée. Ce constat mène à une conclusion difficile à ignorer. Les plaques ont été retravaillées. Peut-être par un technicien, peut-être même par Edward Garner lui-même, emporté par son désir de convaincre le monde. Mais c'est en février 1983 que le charme se brise enfin. Elsie, désormais âgée, adresse une lettre de 9 pages à Geoffrey Crowley. 9 pages d'aveux doux amers, où elle raconte avec une sincérité teintée de malice comment tout a commencé. Laissez-moi vous conter brièvement cette histoire. En 1917, Elsie avait 16 ans et elle en avait assez. Assez que les adultes se moquent d'elle, assez qu'on la traite de menteuse. Alors, elle a voulu leur donner une preuve, une seule, juste pour les faire taire. Pour créer cette preuve, Elsie s'inspire d'un livre d'enfant, celui de Frances, Princess Mary's Gift Book. À la page 141, elle découvre une illustration. 4 jeunes femmes dansantes. Avec un crayon et un peu d'imagination, elle leur ajoute des ailes, puis découpe les silhouettes avec soin. Frances, complice, joyeuse, l'aide à les fixer dans l'herbe à l'aide d'aiguilles à chapeau, plantées dans le sol. Puis, appareil en main, elle capture la scène et rentre triomphante. Pas de malice, pas de plan. Juste un jeu d'enfant pour confondre les adultes incrédules. Elle ne se doutait pas un instant, que leur image ferait le tour du monde. Devant la caméra en 1983, Elsie raconte cela en souriant, presque attendrie par son propre souvenir. Elle insiste. Ce n'était pas une supercherie, c'était un jeu. Et quand on lui demande pourquoi elles ont gardé le silence si longtemps, elle répond d'une voix douce. Quand nous avons vu Sir Arthur Conan Doyle y croire, nous avons eu peur. Peur de lui faire du mal, peur de briser ses rêves. Et puis, plus l'histoire grandissait, plus elle nous échappait. Ainsi, le mensonge était devenu plus grand qu'elle. Et à mesure que le monde riait ou croyait, elle se taisait, prisonnière d'un conte qu'elles avaient, sans le savoir, elles-mêmes écrit.
Si Elsie finit par tout avouer, Frances, elle, ne céda jamais. Jusqu'à la fin de sa vie, elle affirma, avec la conviction douce et tranquille de ceux qui savent ce qu'ils ont vu, que la 5e photographie, celle du bain de soleil des fées, était authentique. Elle le répète dans son propre livre « Reflection of the Cottingley Fairies ». Ce jour-là, dit-elle, il pleuvait. Nous jouions simplement avec l'appareil. Puis, dans l'herbe, au milieu de la brume, je les ai vus et j'ai déclenché. Aucune hésitation, seulement cette lumière fragile qui brûle dans le souvenir des êtres qui ont cru voir l'impossible. Et peut-être après tout n'a-t-elle pas menti, car cette dernière image défie encore la science. Tous ceux qui l'ont étudiée, experts, photographes, chercheurs, ont dû admettre qu'elle restait inexplicable. Même Geoffrey Crowley, si méthodique dans ses analyses, baissa les armes. En effet, sur la photographie, 2 fées apparaissent. La première à droite ressemble vaguement au découpage utilisé par les fillettes pour leur précédente mise en scène. Mais la seconde, elle, est transparente, presque diaphane. Son contour semble vibrer dans l'air, comme si elle était née de la lumière elle-même. Aucun collage, aucune aiguille à chapeau, aucune trace d'intervention visible sur la plaque de verre. Un mystère suspendu, léger, comme une aile. Et les années passent, encore. En 2009, la fille de Frances, Christine Lynch, accorde une interview à la télévision britannique. Son regard, empreint du même éclat que celui de sa mère, ne laisse aucun doute. Oui, je crois moi aussi à la 5e photo. Je crois que ce jour-là, quelque chose était là. Une croyance que partage aussi Joe Cooper, auteur de The Case of the Cottingley Fairies, qui conclut lui aussi que cette dernière image pourrait bien être le témoin d'un instant réel. Et peut-être est-ce là le plus grand charme de toute cette histoire, qu'au cœur même d'un mensonge d'enfant demeure une vérité sans preuve, un éclat de magie que ni la science ni le doute n'ont su tenir. En 2018, les 2 premières photographies, celles des fées dansantes et du gnome joueur, furent vendues pour 20 400 livres sterling. Mais cette dernière, la 5e, n'a jamais été mise aux enchères. Elle reste là, quelque part, peut-être endormie dans une archive, peut-être gardée en secret, comme si le monde n'était pas encore prêt à la voir pour ce qu'elle est. Le dernier sourire des fées, avant le silence. Car vois-tu, humain, même lorsque la supercherie se dissout, la croyance demeure. Et tant qu'il existera des yeux pour rêver, des cœurs pour espérer et des enfants pour inventer, les fées, nous, les anciennes gardiennes du merveilleux, danseront encore. Invisibles dans la lumière tremblante de vos histoires. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nicéphore. Si toi, chère auditorice, tu as aimé cette plongée dans l'affaire des fées de Cottingley, n'hésite pas à laisser des étoiles et un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi rejoindre la communauté de Nicéphore sur Instagram et TikTok pour prolonger la discussion et découvrir encore plus de contenu autour de l'histoire de la photographie. Tu trouveras en description toutes les références citées dans cet épisode. Prends soin de toi et n'oublie pas, pour être inspirant, il suffit d'être inspiré.